Écoutez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Présidents, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, d'abord, merci d'abord de votre accueil. Bon, j'ai toujours plaisir à me retrouver en Aveyron parce que c'est un département qui effectivement est d'une grande richesse, d'une grande diversité, que j'ai eu le plaisir de parcourir à plusieurs reprises. Et en plus, c'est vrai que parmi les très hautes personnalités qu'il y a déjà longtemps m'ont fait confiance, il y a un grand Aveyronnais qui s'appelait Raymond Lacombe et j'ai forcément une pensée émue quand je suis sur ce territoire. Alors je voudrais juste compléter un petit élément du président, que le président a bien voulu rappeler, que j'ai été auditionné par le Sénat, mais j'ai aussi été auditionné par l'Assemblée nationale, et notamment par les deux rapporteurs des projets, c'est-à-dire M. Da Silva pour le projet des limitations des régions et M. Olivier Dussault, futur rapporteur du projet compétences. Et après, d'ailleurs, j'ai été invité à déjeuner par un certain Claude Barthelone, que personne ne connaît. Et donc, vous voyez que ceci m'a permis d'essayer d'exposer un petit peu ce que je vais aujourd'hui simplement résumer. Je crois qu'il est nécessaire d'abord toujours d'avoir quelques jalons historiques, c'est-à-dire de savoir d'où nous venons, d'où viennent nos territoires, pourquoi l'organisation territoire de la France est ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne ferai que résumer quelques éléments pour que nous ayons un temps de débat suffisant, parce que malheureusement les horaires d'avion font que voilà, nous ne pouvons malheureusement pas en parler jusqu'à 3 heures du matin. Donc dans un premier point, comment nous en sommes arrivés là ? Dans un deuxième point, nous essaierons d'examiner les éléments de réponse qui sont proposés aujourd'hui dans les projets gouvernementaux. Et après avoir étudié ces éléments de réponse, je vous proposerai dans une conclusion d'essayer de préciser quelles sont les pistes qui me paraîtraient souhaitables pour l'avenir des territoires et de leur attractivité. Premièrement, donc, il est nécessaire de rappeler que la situation territoriale de la France aujourd'hui est le fruit de son histoire et de sa géographie. Je ne m'étendrai pas sur la question des 36 000 communes, parce que, bien qu'on commet toujours l'erreur d'oublier la raison historique de ce chiffre, et j'insisterai d'abord plutôt sur les départements. En effet, dans les livres, on écrit toujours que les départements sont nés en 1790. Et c'est vrai que l'Assemblée nationale a arrêté le nombre de départements et la délimitation des départements en 1790. Sauf que c'est la suite d'une période historique qui avait été marquée par la centralisation royale et d'une période historique où les provinces n'avaient plus du tout de réalité politique. Et c'est la suite d'une période historique où, en 1789, les cahiers de doléances étaient des cahiers qui demandaient de la proximité et qui demandaient une France décentralisée. Il en est résulté qu'effectivement, le choix tant du nombre de départements que de la délimitation des départements, après des débats parfois houleux à l'Assemblée nationale, se sont effectués, et j'ouvre les guillemets, selon les convenances locales. Donc ce n'est pas Paris qui a décidé les délimitations des départements, mais c'est localement les citoyens qui les ont décidées. Et la meilleure preuve que lorsque nous regardons cette délimitation, eh bien nous retrouvons des héritages historiques anciens. Ce qui est oublié pour une raison bien simple, c'est qu'en revanche, je dirais ce que j'appellerais un peu le tort sans doute de l'Assemblée nationale de 1790, c'est d'avoir voulu donner surtout des noms géographiques à des territoires qui avaient des noms historiques. Et vous êtes bien placé pour le savoir ici en Aveyron, que l'Aveyron c'était le Rouergue, que le Lot c'était le Quercy, que la Nièvre c'était le Nivernais, que l'Indre-et-Loire c'était la Touraine, etc., etc. Donc en fait, ce sont bien les citoyens, notamment sous l'influence de Mirabeau, qui ont décidé cette liste et cette délimitation des départements qui s'inscrivent dans, je dirais, l'histoire quasiment presque bimillénaire de la nation française. Et donc ce serait une erreur de penser que c'est qu'une réalité identitaire qui ne serait apparue qu'en 1790.
Deuxième élément, donc, concernant les régions. Bon, les régions, c'est une très vieille idée dans la mesure où on s'est rendu compte, un certain nombre de géographes d'ailleurs, dès le XIXe siècle, que selon les problèmes que vous avez à résoudre, il faut se situer à un échelon géographique différent. Bon, si je prends l'exemple actuel, ce n'est pas au même échelon géographique qu'il faut être lorsqu'il faut décider la localisation d'une gare TGV ou la localisation d'une école maternelle, pour prendre un exemple simple. Donc, au fil du XIXe siècle, nous avons un certain nombre de géographes qui ont considéré qu'il était quand même souhaitable d'avoir une échelle géographique permettant de mieux répondre aux problèmes territoriaux, ce qui a conduit, après des péripéties sur lesquelles je passe, à un souci de déconcentration qui a commencé en 1955, c'est-à-dire dans un souci que localement les représentants de l'État puissent prendre un certain nombre de décisions sans nécessairement les remonter à Paris, et ensuite qui a conduit donc à la régionalisation et à la décentralisation de 1982. Cette décentralisation de 1982, elle a réussi. Elle a réussi parce que les élus l'attendaient, tout simplement parce qu'ils voyaient les niveaux de responsabilité qu'avaient leurs collègues, je dirais en Italie, en Allemagne, en Belgique, etc. Et donc ils étaient prêts à prendre leurs responsabilités et elle a réussi. Mais l'acte 2 de la décentralisation, c'est-à-dire en 2004, je dirais, il a échoué. Il a échoué parce que là, nous avions sur le terrain des élus responsables qui avaient quand même été extrêmement échaudés par le fait que de nombreux transferts de compétences ne s'étaient pas traduits par des transferts de moyens, que ce soit de moyens financiers ou de moyens humains. Et en plus, il faut bien constater que cet acte 2 de la décentralisation, comme d'ailleurs en partie l'acte 1, a été en grande partie une décentralisation centralisée. C'est-à-dire on vous transférez des compétences, mais avec des règles à respecter extrêmement précisées, ce qui fait que votre marge de responsabilité réelle est extrêmement faible dans un certain nombre de domaines. Je ne citerai pas évidemment le cas des SDIS que tout le monde connaît ici. Bon. Et dans le même temps, depuis 1982, nous avons eu affaire à une recentralisation masquée, c'est-à-dire qu'il y a eu de très nombreuses décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics qui en fait étaient des décisions de recentralisation, y compris d'ailleurs en matière fiscale. Donc voilà rapidement résumé la situation où nous sommes aujourd'hui avec le bilan à la fois positif et négatif des précédentes lois. Et la question donc qui s'est posée, c'est maintenant, en 2014, que faire ? Que faut-il faire au niveau de l'organisation territoriale de la France ? Donc clairement, la réponse à cette question, elle est influencée à la fois par des poncifs et en même temps par ce que j'appellerais des idéologies. Alors, des poncifs, bon, j'en citerai, si vous voulez, deux ou trois. Premier poncif, le poncif du millefeuille, c'est-à-dire la France aurait un millefeuille parce qu'il y aurait des communes, des départements, des régions et l'État. Bon, c'est un poncif pour une raison bien simple, c'est que dans les autres pays, il y a aussi un millefeuille. Que vous alliez en Allemagne, que vous alliez en Espagne, que vous alliez aux États-Unis, tout le monde a vu des films américains avec la police du comté, les bus scolaires du comté qui correspondent grosso modo à nos départements. Donc, en fait, tout simplement, le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire suivant les problèmes à résoudre, il faut une échelle géographique différente. Et donc, cette idée qu'il y aurait un millefeuille en France est une idée erronée, puisqu'elle existe dans tous les grands pays qui sont semblables aux nôtres, et même parfois dans des petits pays comme la Belgique. Deuxième poncif, eh bien, l'idée que quand vous êtes un petit territoire peu peuplé, vous êtes incapable de créer une dynamique parce que vous êtes trop petit.
Alors, je ne citerai pas d'exemple aveyronais, mais je suis sûr que vous en avez plein en tête. C'est que la réalité prouve le contraire. Je vais vous donner simplement deux exemples pour éclairer ceci. Une commune de montagne à 1000 mètres d'altitude, complètement enclavée à l'est de la Haute-Loire. Une commune qui ne cesse de perdre ses habitants parce que les jeunes s'en vont, que la population vieillit et que, comme dirait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Donc cette commune était en train de se dévitaliser, elle avait eu 450 habitants, elle n'en avait plus que 180, et un beau jour, donc effectivement, une personne pleine d'initiative a considéré que dans ce territoire complètement enclavé, il était peut-être possible de créer de l'attractivité à travers le développement d'activités d'abord de restauration, puis d'hôtellerie. Résultat, aujourd'hui, cette commune dont la population s'était abaissée à 180 habitants a remonté à 220 habitants. Elle est toujours aussi enclavée qu'avant. Pour ceux qui connaissent, c'est Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire. Deuxième exemple, donc ça veut dire que même avec 180 habitants, on peut faire quelque chose. Deuxième exemple, et là je vais prendre une commune du sud de la France, donc c'est une commune là aussi qui était en train de dépérir. Elle avait eu plus de 2000 habitants à une époque, mais surtout elle dépérissait d'un point de vue activité, parce que elle fabriquait un produit alimentaire qui n'intéressait personne. Il se vendait de moins en moins. Résultat, le nombre d'agriculteurs qui participaient à ces activités ne faisait que diminuer. Et puis dans cette commune, quelques jeunes se retrouvaient au café périodiquement pour se rendre compte que leur commune était en train de mourir, jusqu'au jour où ils se sont dit on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Et donc ils ont essayé de faire quelque chose, ça a pris du temps bien sûr, et ils ont essayé tout simplement de revaloriser ce projet autour d'un produit qui préexistait. Et résultat, le nombre de producteurs qui étaient tombés à 5 ou 6 est remonté à 150 aujourd'hui. Et ce produit maintenant a acquis une notoriété que tout le monde connaît ici, c'est le piment d'Espelette. Et le résultat, c'est que cette commune a retrouvé parallèlement une dynamique démographique, une commune qui, dans la partie la plus basse de sa dynamique, avait seulement 1500 habitants. Donc effectivement, ce poncif qu'il y aurait du développement, que le développement supposerait une taille minimum, est tout à fait contredit par la réalité des territoires. Et je le répète, il y a beaucoup d'exemples aveyronnais en la matière. Troisième élément, il y a une ignorance de l'importance de l'identité. C'est-à-dire que si nous avons beaucoup de réussites locales dans notre France, malgré des échecs nationaux, c'est parce que nous avons des personnes qui aiment leur terroir et qui s'investissent dans leur terroir. Et toutes les grandes réussites qui ont existé ces dernières années, à chaque fois, ça a été parce que les personnes s'identifiaient à leur territoire et aimaient leur territoire. Et ceci s'est traduit effectivement par des réussites bien connues qui s'appellent le Festival des Fjällkärrut, qui s'appelle le Futuroscope, etc., pour passer sur ces exemples. Donc différents poncifs. Alors à ces différents poncifs s'ajoute aujourd'hui toute une rhétorique selon laquelle les collectivités territoriales seraient responsables des maux MAUX de la France. C'est cette rhétorique que nous entendons très fortement dans les médias et qui évidemment ne correspond pas à la réalité. Tout simplement parce que même si les collectivités territoriales ne sont pas parfaites, même si certaines sont mieux gérées que d'autres, même si on souhaite que toutes soient encore mieux gérées demain, si l'État avait été géré comme les collectivités territoriales, il ne serait pas surendetté comme il est. Donc quand l'État critique les collectivités territoriales, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Et donc c'est cette situation dans laquelle nous sommes et qui est largement relayée par les journalistes. À cela donc s'ajoutent deux idéologies. Bon, la première idéologie, c'est ce que j'appellerais une maladie chronique
que nous avons en France, qui effectivement, malheureusement, est ancienne, même si elle réapparaît avec intensité à certaines périodes, c'est l'idée qu'il y aurait une taille de circonscription idéale qui engendrerait automatiquement de l'attractivité du développement économique. Donc ça, c'est effectivement une maladie chronique. Et à cette maladie chronique, donc, s'ajoute une grande théorie aujourd'hui qui a été beaucoup utilisée, au moins de façon indirecte ces dernières années, c'est la théorie de la métropolisation, selon laquelle l'avenir de la France dépendrait quasi exclusivement de la dynamique de ces métropoles, et donc il en résulterait que le rôle de l'État, ce serait de favoriser uniquement les métropoles et de passer par terre le reste du territoire. Cette théorie de la métropolisation, elle est renforcée par les analyses de l'INSEE, dans la mesure où l'INSEE utilise des concepts sur lesquels je ne m'attarderai pas, comme unité urbaine ou aire urbaine, qui en fait sont des concepts qui ne sont pas appropriés à la réalité des territoires et qui favorisent cette idée de la théorie de la métropolisation. Alors que cette théorie, elle ne tient pas la route une seconde. Pour une raison bien simple. Nous avons en France la plus grande métropole européenne en termes d'habitants. Elle s'appelle Paris. Est-ce que cette taille en elle-même permet d'améliorer l'attractivité de Paris? La réponse, elle est évidemment non, dans la mesure où toutes ces dernières années, périodiquement, nous voyons des sièges sociaux d'entreprises qui quittent Paris pour d'autres villes. Nous voyons des directions internationales d'entreprises qui quittent Paris pour d'autres villes. Donc effectivement, l'attractivité, elle n'est pas nécessairement liée à l'existence de métropoles, mais c'est cette idéologie qui a conduit, pardonnez-moi monsieur le député, à la fameuse loi MAPTAM, qui donne l'impression que sous prétexte qu'on va labelliser sous l'intitulé de métropole des territoires, automatiquement cela va leur donner un avantage significatif dans le monde globalisé, dans la compétitivité mondiale. Je crois que c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire qu'effectivement des territoires sous prétexte qu'ils ont le titre de métropole, certains du moins vont croire que automatiquement cela a un avantage alors qu'ils vont continuer de souffrir. J'ai été amené notamment à expliquer tout ceci dans la bonne ville de Rouen qui fait partie des soi-disant nouvelles métropoles. L'intitulé métropole ne changeant rien à la capacité d'attractivité du territoire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'est arrivée cette nouvelle loi de délimitation des régions. Cette loi de délimitation des régions, accompagnée d'un projet sur les compétences, mais qui ne nous a pas encore été présenté dans tous ses détails, il faut insister sur le fait d'abord que ces projets n'envisagent aucune décentralisation supplémentaire. Donc aucun transfert des compétences de l'État aux régions. Je n'ai pas entendu dire que ce qui correspondait à la NPE va être transféré aux régions. Je n'ai pas entendu dire que la responsabilité des régions en matière de lycée professionnel ou de lycée technique va être plus forte. Je n'ai pas entendu dire que la responsabilité des régions sur les universités allait être plus forte. Donc, aucune décentralisation supplémentaire n'a été effectivement évoquée. La seule chose qui est évoquée dans les examens donc, de l'exposé des motifs tel qu'il est présenté à nos parlementaires, c'est qu'il faut des régions qui aient une taille critique. Et sous-entendu, ça veut dire plus une région est grande, plus elle va être attractive. Moi, je dis, si plus une région est grande, plus elle est attractive, à ce moment-là, il faut faire une seule région en France. Donc là, il n'y a aucun problème. Bon. Simplement, lorsqu'on regarde les détails, qu'est-ce que dit cet exposé des motifs? Il faut que notre région, j'ouvre les guillemets, ait une taille critique au plan géographique. Donc ça voudrait dire que nos régions n'auraient pas une taille critique au plan géographique, c'est-à-dire que nos régions auraient des superficies nettement moindres que chez nos principaux concurrents. C'est totalement faux.
Si je regarde la superficie des régions françaises, si je prends la superficie la plus petite des régions françaises de France métropolitaine, donc je passe sur la Corse, c'est l'Alsace, eh bien que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit aux États-Unis, bien entendu, partout, j'ai des régions qui ont une superficie plus faible que l'Alsace. Donc, taille critique sur le plan géographique, ça ne tient pas. Deuxième argument du projet de loi, enfin voté en première lecture, une taille critique sur le plan démographique. Là aussi, la région qui a la population la moins nombreuse en France, c'est le Limousin. Est-ce qu'il y a des régions qui ont moins d'habitants que le Limousin, en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis? Oui. Et elles ne s'en portent pas nécessairement plus mal d'ailleurs. Troisième argument, il faudrait qu'il y ait une homogénéité. C'est-à-dire qu'entre la région la moins peuplée et la plus peuplée, et la région la plus vaste et la moins vaste, il faudrait que donc l'écart entre les deux soit moindre. Or, j'ai étudié les chiffres, je ne vais pas vous ennuyer là-dessus, mais sachez que considérant nos 22 régions actuelles de France métropolitaine, leur homogénéité est beaucoup plus grande que les régions italiennes, espagnoles, américaines ou allemandes. C'est-à-dire que l'écart entre les plus grands et les plus petits est beaucoup plus grand, mais alors 3 ou 4 fois plus grand dans les autres pays voisins. Enfin, quatrième point qui est évoqué comme argument toujours dans ce projet de loi, c'est la taille critique sur le plan économique. C'est-à-dire qu'en fait, on veut nous faire dire que si une région est grande, elle va forcément être plus attractive. Et là, c'est pareil, je vais regarder dans les pays étrangers, est-ce que les grandes régions ont des meilleures situations de l'emploi et un taux de chômage plus faible, et les petites régions, un taux de chômage plus élevé et une situation de l'emploi plus mauvaise? Ben, la réponse est non. Ça dépend tout à fait des territoires. Je vais en Espagne, ce sont les régions les plus petites et les moins peuplées qui ont le taux de chômage le plus faible. Si je vais en Allemagne, les situations sont extrêmement contrastées. Si je vais aux États-Unis, là aussi. Il n'y a absolument aucune corrélation entre la taille géographique et démographique des régions et leur dynamisme économique. Donc, il en résulte qu'on ne voit pas très bien quels sont les arguments. Alors, si je vais au-delà des arguments qui sont écrits noir sur blanc dans le projet de loi, il y a bien sûr les arguments économiques qui ont été évoqués par le ministre en charge de ces dossiers. Il nous a d'abord expliqué que ça allait rapporter 25 milliards d'économies. Ensuite, il a baissé à 10 milliards d'économies. Et maintenant, il n'en parle plus. Il n'en parle plus parce qu'effectivement, non seulement la nouvelle délimitation des régions n'engendre pas d'économies, mais c'est exactement le contraire. Elle engendre des coûts. Elle engendre des coûts parce qu'à partir du moment où vous fusionnez un certain nombre d'administrations, il va y avoir forcément des coûts directs liés à des problèmes d'aménagement des différents locaux, qui vont se lier à des problèmes de fusion de sites Internet, etc., qui vont entraîner des coûts. Deuxième type de coûts, c'est les coûts liés au mieux-disant. Vous fusionnez deux régions, les avantages sociaux ils vont être alignés pour le personnel sur la région qui a les meilleurs avantages sociaux. Vous fusionnez deux régions, les dotations financières au lycée, elles vont être alignées sur les dotations financières au lycée qui a les meilleurs niveaux. Donc, automatiquement, vous êtes dans une formule de mieux-disant. Donc, cela signifie que le résultat de tout ceci, c'est comment vous allez financer ce mieux-disant. Il y a deux solutions. Soit vous financez ce mieux-disant en diminuant les investissements, ce qui n'est certainement pas bon pour la dynamique locale, soit vous financez ce mieux-disant en augmentant les impôts locaux, ce que les chefs d'entreprise souhaitent tous, je pense, bien entendu. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation où, à ces effets économiques négatifs, vont s'ajouter ce qu'on appelle en économie les effets externes négatifs. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, le temps que consacrent nos élus à essayer d'interpréter, de réfléchir comment on va mettre en place ces intentions gouvernementales, c'est un temps qui est perdu
et alors qu'il devrait être consacré à l'essentiel, c'est-à-dire à réfléchir comment améliorer l'attractivité des territoires français, de son territoire, dans un monde globalisé. Alors bien sûr, la loi prévoit autre chose. Elle prévoit aussi que les régions vont faire des schémas de développement économique. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que nous avons une autre maladie française que j'appelle, moi, la schématique aiguë. C'est-à-dire qu'on croit qu'on résout les problèmes par des schémas. Le résultat, c'est que nos parlementaires ont voté plein de schémas de services collectifs, qui sont épais comme ça et qui dorment dans des tiroirs. Ce dont la France a besoin, ce n'est pas de schémas, c'est de projets. Or, là, on impose un nouveau schéma d'ailleurs qui sont épouvantables à lire, parce que le problème, c'est que quand vous lisez, je vais peut-être être un petit peu dur et caricatural, mais c'est pour me faire comprendre, mais quand vous lisez, vous avez le schéma de telle région sur tel sujet et le schéma d'une autre région sur tel sujet, il y a une somme de copier-coller qui est absolument considérable. Et donc, on peut quand même s'interroger sur la qualité de ceux qui ont été chargés de les écrire, ou du moins sur leur manque de connaissance réelle du terrain. Bon, donc là aussi, par cet aspect de schéma, nous sommes dans une situation où, effectivement, on ne voit pas une solution apportée par ce qui est évoqué dans ces différents documents. Alors, dans ce contexte-là, cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour améliorer la situation des territoires français, leur organisation et rendre mieux possible leur attractivité. Le premier problème, d'abord, c'est de tirer un bilan précis des différents aspects de la décentralisation et des décisions de centralisation. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que dans les documents de ces derniers mois, d'abord, il y a la fameuse lettre aux journaux régionaux, dont les vôtres, mesdames, messieurs, du président de la République, qui, à la lecture de cette lettre, déjà, ont subodoré une volonté de recentralisation. Mais depuis, nous avons eu un discours du ministre de l'Intérieur qui n'a bien répété, et encore il y a 2 jours, qu'il s'agissait de renforcer les pouvoirs des préfets. Donc il s'agit bien de renforcer la centralisation. Et là, on s'interroge. Nous sommes le seul pays démocratique au monde qui envisage de centraliser, qui considère que centraliser est la meilleure réponse dans un monde globalisé. Nous sommes le seul pays démocratique au monde qui pense qu'en diminuant d'1 tiers le nombre de ces régions, cela va lui apporter des avantages significatifs. Donc, en revanche, il est nécessaire de faire un bilan précis de ce qui s'est passé depuis 1982. Ce bilan, il conduirait à quoi ? Il conduirait d'abord à constater que l'on a maintenu de nombreux doublons entre l'État et les collectivités territoriales, que l'État a transféré des compétences sans transférer du personnel et tout en gardant une partie des compétences en question, parfois même en reprenant. Et donc il est nécessaire effectivement de supprimer ces doublons qui sont coûteux et qui pèsent sur les ménages et sur les entreprises de ce pays. Mais cela suppose, je dirais, un diagnostic extrêmement précis plutôt qu'une impression idéologique comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure. Deuxième élément fondamental, dans un monde globalisé, quel est le problème numéro 1 des territoires aujourd'hui ? Leur problème numéro 1, c'est évidemment l'accès aux technologies d'information et de la communication. Autrement dit, si la France veut une politique d'aménagement du territoire, le seul article et le seul objectif vers lequel elle doit aller, c'est l'égalité numérique. Or, aujourd'hui, l'État s'est défaussé de cette question sur les collectivités territoriales, alors que c'est sa mission première. Et
je dis cela au regard de ce que j'ai pu vivre dans le passé. Un certain nombre d'entre vous qui sont de ma génération ont vécu la question du téléphone, où nous nous rappelons très bien que la France était coupée en deux entre les territoires qui avaient le téléphone automatique, où des entreprises acceptaient de s'installer, et des territoires qui étaient toujours dans le 22 à Asnières, comme disait Fernand Reynaud, où les entreprises ne s'installaient pas. Eh bien, nous sommes exactement dans la même situation. On ne me parle pas qu'il existe une politique nationale d'aménagement du territoire si on ne résulte pas l'égalité numérique qui doit être la priorité des priorités. Troisième élément, bien entendu, c'est la question des normes. La France, les collectivités territoriales, les territoires subissent 400 000 réglementations. 400 000 réglementations qui évidemment sont coûteuses. Coûteuses dès que l'on veut réaliser un projet, coûteuses en matière de frais de fonctionnement. Et donc, bien entendu, un objectif essentiel, c'est de diminuer et de simplifier le nombre de normes qui sont imposées au territoire. Alors pourquoi en y a-t-il autant ? Je rappelle simplement un élément, parce que souvent, on accuse l'Union européenne d'être responsable de cette multiplication des normes. C'est faux. Ce qui se passe exactement, c'est que quand nous sommes amenés à traduire en France une directive de l'Union européenne, on en surajoute des normes supplémentaires par rapport à ce qu'a proposé, ce qui est convenu au sein de l'Union européenne. Et alors après on dit c'est à cause de l'Union européenne. Non, c'est absolument de notre faute. Or ces normes, évidemment, elles coûtent cher. Elles coûtent cher pour l'ensemble de notre territoire. D'un point de vue démocratique, je suis partisan également de simplifier l'intercommunalité. L'intercommunalité pour nos citoyens est devenue opaque. Elle est devenue opaque parce que comment s'y retrouver pour le citoyen pour savoir s'il est en communauté de communes, en communauté d'agglomération, en communauté urbaine, en métropole, et si on faisait des sondages pour demander aux personnes est-ce que vous habitez dans une communauté de communes, bon, on serait sans doute assez déçus des résultats. Bon. Donc effectivement, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait une seule formule juridique d'intercommunalité relativement souple, et après, à chaque intercommunalité, en fonction de ses réalités locales, d'adapter son mode d'intercommunalité aux réalités du terrain et aux réalités du terroir. Donc, de façon générale, il faut, bien entendu, dans la simplification des réglementations, il faut insister aussi sur le fait que l'État continue à se mêler de questions dont il devrait arrêter de se mêler. C'est-à-dire que je rencontre pratiquement toutes les semaines des maires qui m'expliquent que tel ou tel projet qu'ils ont élaboré, pour le moment, est suspendu parce que ça fait des mois qu'ils attendent une autorisation administrative qui n'est toujours pas arrivée. Donc ce qu'il faut, pour résumer, si vous voulez, c'est en fait permettre aux territoires de se gouverner eux-mêmes au lieu de les étouffer dans des contraintes qui parfois peuvent aller jusqu'à les démoraliser. En conclusion, que dire ? Premièrement, les projets actuels sont des projets de mécanos coûteux et inefficaces et qui vont entraîner des effets externes négatifs, non seulement sur l'investissement, mais aussi sur l'attractivité des territoires. Deuxièmement, ces projets s'inspirent d'une logique que j'appelle ruralicide, c'est-à-dire le fait d'oublier que la France est un pays encore largement rural, que l'une des chances de la France, c'est d'avoir le territoire le plus vaste de l'Union européenne, et que si la France peut se valoriser, c'est justement grâce à la diversité de ces territoires ruraux qui représentent des identités à vendre, je dirais, dans notre monde globalisé. Et donc, il faut bien sûr arrêter et corriger les lois ruralicides.
Troisièmement, nous avons en ce moment en marche une centralisation annoncée et un deuxième risque de centralisation qui n'est pas évoqué mais qui existe. La centralisation annoncée, c'est celle qui est annoncée notamment pratiquement tous les 2 jours par le ministre de l'Intérieur, qui nous explique qu'un préfet, c'est quelqu'un qui connaît nécessairement beaucoup mieux le territoire qu'un élu qui est là sur le terrain depuis 10 ans. Bon. Quelle que soit la qualité des préfets, j'en connais, comme vous imaginez, un certain nombre. Bon, donc effectivement, nous avons ce risque de centralisation qui nous a été annoncé et qui pose effectivement un vrai problème. Parce que le citoyen, quand il est en difficulté, quand il est dans un département, il peut aller voir son conseiller général, il peut aller voir son maire. Quelle que soit la capacité qu'aura les préfets à gérer les services publics qui lui auront été transférés, l'opacité d'une administration publique est forcément plus grande que celle d'une administration où il y a des élus qui sont responsables devant les citoyens et qui peuvent être l'intermédiaire des citoyens lorsqu'ils rencontrent des difficultés. La seconde centralisation risquée dont on ne parle pas, c'est celle qui résulte de la nouvelle délimitation envisagée des régions. Nous allons faire donc des immenses régions, plus grande que la Suisse, plus grande que la Belgique, etc. Et effectivement, il y a un risque de centralisation au niveau de ces régions. Il y a un risque au sein de grandes régions, en centre, on méconnaisse les problèmes spécifiques des différents territoires et que l'on oublie l'importance de valoriser l'ensemble des territoires, parce que le rôle d'une région, c'est un rôle de structuration générale d'un territoire global. Cela ne consiste pas à descendre dans le détail et la finesse propre à chacun des territoires qui composent la région. Donc le risque de centralisation, il est régional, il est d'autant plus risqué que le mode d'élection des conseillers régionaux est un mode qui éloigne considérablement l'élu des citoyens, comme vous le savez. Alors, en conclusion, on pourrait bien sûr aussi discourir sur le dernier discours du Premier ministre où il a dit à la fois blanc et noir à l'Association des régions de France, mais je voudrais insister sur ce qui devrait fonder nos politiques territoriales, nationales comme locales. Les 2 principes, à mon avis, les 2 mots-clés, c'est la liberté et la responsabilité. C'est-à-dire donner encore plus de liberté aux territoires tout en leur permettant d'assumer leurs responsabilités sur leur territoire et en particulier leur permettre, et c'est ce que je dirais en conclusion, d'avoir cette double capacité qui est la seule qui peut sauver la France du marasme actuel, faire en sorte donc qu'à tout l'échelon de nos territoires, nous ayons des acteurs qui soient à la fois capables de penser mondial parce que nous sommes dans un monde globalisé et d'agir local parce que l'avenir de la France, c'est celui de la capacité d'attractivité de chacun de ces territoires locaux. Merci. Y a-t-il des questions ? La première, donc non. La deuxième ? Merci. Donc ma question est la suivante. La France n'est pas un État fédéral, mais est-ce qu'avec ce projet de 14 grandes régions, où nous aurions donc 14 super présidents de région, qui évolueraient, comme je le dis parfois, en top 14, certains me comprendront, ne court-on pas le risque que, par exemple, le mardi matin, nous ayons le Conseil des présidents de région,
Et puis le mercredi, le conseil qui n'intéressera personne, le conseil des ministres. Donc est-ce que là, on ne court pas le risque de partir vers un État fédéral? D'abord, il faudrait préciser ce qu'est un État fédéral, sachant qu'il n'y a pas de correspondance entre le fait que des pays aient inscrit le mot fédéral dans leur constitution et que le fonctionnement du pays soit vraiment fédéral. Donc en fait, nous avons des types de fédéralisme extrêmement diversifiés. Bon, si je prends simplement l'espagnol et l'allemand, ce sont deux fédéralismes qui fonctionnent de façon totalement différente. Toujours est-il que pour qu'il y ait État fédéral, l'État fédéral, le vrai, c'est un État qui part du bas. On ne peut pas construire un État fédéral du haut. Un État fédéral, c'est lorsque des territoires décident chacun souverainement de se réunir pour composer un État fédéral. Donc ceci ne correspond pas donc à l'histoire de la France et ne correspond nullement aux projets qui sont développés dans la mesure où le niveau de responsabilité qui est envisagé pour les régions est un niveau qui ne comprend pas ce que représenteraient les caractéristiques de régions qui seraient de nature fédérale. Donc, à mon avis, c'est une discussion. Votre question est intéressante, je dirais, pratiquement, je dirais, au plan universitaire, mais dans la réalité de ce qu'est l'histoire de France et des projets qui nous sont présentés, il n'y a aucune possibilité, sauf éventuellement dans l'usage des mots, MOTS, que la France devienne un État fédéral. Bien, je vous remercie pour votre exposé. Je voudrais juste poser une question. Vous dites au fond, pour les communautés de communes, small is beautiful. Hein. On se rend compte quand même... Non. Bon. Un petit peu, vous expliquez qu'il ne ouais. faut pas trop grandir. Alors, ce qu'on constate quand même sur le terrain, les petites intercommunalités, finalement, il y a, et d'ailleurs vous l'avez relevé tout à l'heure, quand on se réunit, il y a un certain nombre de charges fixes. D'abord, il faut y penser, on passe du temps en réunion, et puis il y a un coût fixe de la mise en place d'une telle structure. Et si on est trop peu, eh bien, ce coût fixe, il absorbe toute l'activité. On ne peut plus penser à autre chose. C'est un petit peu ce que vous disiez de la même façon. C'est la première chose. Et la deuxième, on constate que, imaginons qu'il n'y avait pas eu d'intercommunalité, et on se rend compte que autour des collectivités, il y a des très grands opérateurs, mais pour toutes les choses de la vie simple, les routes, l'eau, l'électricité. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de discuter, j'allais dire, avec ces entreprises. Il fallait mettre en place des choses, des structures où on puisse discuter avec eux. Alors, je vais vous donner un exemple. J'étais une longue partie de ma carrière professionnelle, j'étais justement consultant, je travaillais pour des même très grandes communes, Amiens, Toulon, pour justement parler avec leurs délégataires, parce qu'ils sont infichus de le faire, c'est normal, parce qu'il y a une structure, il y a une différence de niveau entre un contrôleur de gestion chez Vivendi ou chez Veolia maintenant, et le chef de service, même d'une grande commune, on l'a vu même pour Paris. Donc je crois quand même que... Alors vous avez dit qu'il n'y a pas de niveau critique, eh bien je pense je ne partage pas tout à fait ce jugement. Voilà. D'accord. Écoutez, mais merci de vos informations. D'abord, il faut quand même rappeler que la France n'a pas commencé à faire de l'intercommunalité au XXIe siècle.
la charte communale est de 1884, et la première formule d'intercommunalité est certes étroite, hein, pas aussi large qu'aujourd'hui, qui étaient les 6 vues, c'est 1890. Hein, donc, on a commencé très tôt. Bon, je ne pourrais évoquer les multiples CIVOM qui ont été créés, etc. Je dis simplement que l'intercommunalité, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Or, ça nous est présenté comme une fin. Donc, effectivement, si je fais le bilan des intercommunalités, j'ai essayé de le résumer dans l'un de mes derniers livres qui s'appelle « Diagnostic et gouvernance des territoires », il est très contrasté. C'est-à-dire qu'il y a des intercommunalités qui ont connu une très bonne gouvernance, qui ont des belles réussites, et puis, je n'entre pas là dans les détails, il y a des intercommunalités qui ont totalement échoué, il aurait mieux valu qu'elles n'existent pas. Hein, donc on ne peut absolument pas généraliser. Bon, pour ceux qui connaissent un peu Paris, je trouve, pardonnez-moi de parler de Paris en Aveyron, mais comme Paris c'est la banlieue nord de Rodez, je peux en parler. Vous regardez Paris, vous vous dites, est-ce que les communes limitrophes de Paris, qui s'appellent ici les Moulineaux, Montreuil, Saint-Denis, Levallois-Perret, etc., qu'elles soient gérées par la droite ou la gauche. Si ces communes, il y a 40 ans, on avait décidé, donc en 82, si vous voulez, au moment de la décentralisation, on avait décidé d'en faire des 21e, 22e, 23e, 24e, etc., arrondissements de Paris, est-ce qu'elles auraient été mieux gérées? Ben, la réponse, elle est absolument non. Hein, c'est-à-dire que ce qui a fait effectivement, je dirais, la qualité de l'évolution des territoires de ces communes limitrophes de Paris, eh bien, c'est parce que, justement, elles avaient une autonomie de gestion qui leur ont permis de développer des projets, alors qu'elles auraient été un petit truc, un arrondissement de plus dans Paris. Hein. Donc, je dis, je n'ai rien, effectivement, contre l'intercommunalité. Je dis quand même, attention, il ne faut pas croire qu'il suffit de s'organiser en intercommunalité pour qu'automatiquement, on va parvenir à résoudre les problèmes. D'ailleurs, votre exemple personnel est très intéressant, puisque finalement, vous aviez des élus intelligents qui avaient compris qu'eux-mêmes n'avaient pas la compétence, et donc ils vous déléguaient la compétence. Eh bien, ils avaient tout à fait raison. Donc, effectivement, l'un des projets qui consiste à dire hors d'une intercommunalité de 20 000 habitants, on ne peut rien faire, je dis c'est totalement faux. Toute l'histoire des réussites territoriales de ces dernières années montre le contraire. Donc ne fixons pas dans la loi une barre obligatoire qui n'a aucun sens en elle-même. On peut avoir une intercommunalité de 10 000 habitants très bien gérée et une de 40 000 habitants très mal gérée. Recteur Dumont, je voudrais prendre votre conseil final comme départ à mes 2 questions. Vous disiez il faut penser global pour agir local. Donc 2 questions. Quelle est pour vous la place de l'effet d'annonce dans la logique étatique actuelle, et notamment lorsqu'il est annoncé d'abord que la disparition des départements est nécessaire et puis que finalement elle est rétablie, et puis que les créations d'intercommunalités et de regroupements intercommunaux sont absolument urgents et qu'ils le sont brutalement moins. Donc, quelle est votre opinion là-dessus? Et à partir de cette première question, une deuxième, est-ce qu'un tel atermoiement, selon vous, avait sa place dans la commission de Mirabeau en 1791 lorsqu'il s'est agi de créer des départements? Je crois que vous avez, par la qualité de vos questions, en même temps répondu, en fait, en réalité. Donc, le problème, ce n'est pas tellement les effets d'annonce, c'est-à-dire que si ces effets d'annonce étaient fondés sur des diagnostics précis, sur des analyses géographiques élaborées, eh bien, qu'on annonce un projet, je ne serais pas contre. Mais on n'en est pas là. La meilleure preuve, c'est que, comme vous le savez, il y a eu un recours au Conseil constitutionnel de parlementaires disant mais maintenant la Constitution rend obligatoire des études d'impact et il n'y a pas de vraie étude d'impact dans le projet de loi de délimitation des régions. Alors le Conseil constitutionnel a répondu si, il y a une étude d'impact.
Alors effectivement, il y a un document qui s'appelle étude d'impact. Mais quand vous étudiez le document, mais c'est d'une nullité affligeante. Un élève en première année de géographie, je suis obligé de lui mettre une note éliminatoire. C'est-à-dire, mais oui, mais si vous voulez, on vous raconte par exemple, la région Rhône-Alpes est composée, alors j'ai plein de choses là-dessus, mais c'est juste une phrase que j'ai en mémoire pour vous faire sourire, la région Rhône-Alpes est composée de territoires urbains et de territoires ruraux. Bon. Oui, genre de phrase. Mais tout est comme ça dans cette soi-disant étude d'impact bâclée, fait à 2 heures du matin par quelqu'un qui ne connaît rien à la géographie. Enfin, donc c'est là où l'effet d'annonce, si vous voulez, est dramatique, et on le voit bien dans la question des départements. L'effet d'annonce, il est dramatique par méconnaissance. Je ne veux critiquer personne parce que nul n'est parfait, mais si vous voulez, dans la déclaration du Premier ministre, qui dit voilà, il faut faire des choses sur le modèle de ce qui fait à Lyon en matière métropolitaine. Mais c'est une méconnaissance totale de la réalité. Lyon, c'est une exception dans nos métropoles. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est un territoire qui, en 1790, Lyon était effectivement au centre d'un département, qui, de mémoire, s'appelait Rhône-et-Loire. Bon. Donc on avait un département, il y avait vraiment une ville-centre, un département autour, et donc il y avait cette logique du rôle des départements qui est d'assurer la solidarité ville-campagne. Mais comme vous le savez, Lyon s'est positionnée jacobine, oh le lapsus, girondine. Ce qui a très mécontenté les jacobins de Paris qui ont envoyé l'armée à Lyon. Hein, ils ont tué plusieurs milliers de Lyonnais pour mettre Lyon, obliger Lyon à cesser de manifester en faveur d'une politique girondine. Et cela s'est traduit par l'idée qu'on a décidé donc de supprimer ce département Rhône-et-Loire pour faire ce petit département du Rhône où Lyon est presque pratiquement enclavé au sud et où il n'y a aucune, enfin j'exagère un petit peu si vous voulez, mais où il n'y a pas de synergie entre Lyon et le reste du territoire. Donc en fait, si on va au bout du projet actuel pour Lyon, qui a une logique liée à l'histoire spécifique du territoire lyonnais, on crée en fait un département de plus. Puisque ça fait Lyon, ville-département, comme Paris est une ville-département, et puis le reste du territoire de le Rhône restant un département. Donc effectivement, nous avons comme ça de multiples effets d'annonce qui ne sont pas fondés sur des réalités. Moi, je viens par exemple de lire la motion votée à l'unanimité par le Conseil général de la Haute-Garonne. Bon, il est clair que la situation de Toulouse à Haute-Garonne n'est pas du tout la même que la situation de Lyon dans ce microbe du département du Rhône lié donc à notre histoire. Prenez, peut-être que je vais au-delà de votre question, mais prenez l'affaire des bonnets rouges. Bon, les bonnets rouges, c'est parce qu'on a pris des décisions en méconnaissance totale de l'histoire. Enfin, la Bretagne s'est rattachée il y a 5 siècles à la France, et il était prévu que ce rattachement signifiait qu'il n'y aurait pas de péage en Bretagne. Je veux dire. Bon, qui savait, si n'importe quel, je dirais, responsable qui serait rappelé cette histoire aurait évité les décisions prises par la Bretagne qui ont conduit au bonnet rouge, plus évidemment les affaires de Louis XIV. Hein. Mais c'est bien. Bon, donc c'est cette méconnaissance de l'histoire qui fait qu'on fait des annonces, voilà, parce qu'un beau matin, en se rasant, on dit tiens, qu'est-ce que je vais annoncer aujourd'hui? Enfin, j'exagère un petit peu, hein, bien sûr. Bon. Mais il faut bien dire quelque chose aux journalistes qui ont la bonté de nous interviewer. Et puis après, on se rend compte que finalement, on est complètement déconnecté de la réalité. Alors on essaie de corriger le tir. Voilà, finalement, les départements dits ruraux, sans qu'on les définisse, il faudra les garder, etc. Donc c'est effectivement absolument dramatique. Tout le monde est perdu dans ces zigzags, hein, qu'on soit de droite ou de gauche. Personne ne sait où on va. Et effectivement, l'une des difficultés aujourd'hui, c'est le manque de visibilité et en même temps, le fait que finalement, on a réalisé que si cette réforme territoriale est faite telle qu'on nous l'a annoncé, ça va en fait augmenter les impôts locaux. À l'occasion de l'émission de télévision auquel j'ai participé vendredi soir, il y a eu un sondage de fait. Ce sondage, c'est 95% des Français qui considèrent que ça va augmenter les impôts locaux. En fait, il n'y a que 2 solutions.
hein. Soit effectivement on va diminuer les investissements, c'est pas bon pour l'emploi local, hein, les investissements des collectivités territoriales, soit on va augmenter les impôts locaux. D'ailleurs, je ne les citerai pas, mais je connais déjà des collectivités territoriales qui ont décidé d'augmenter les impôts locaux. Parce que, évidemment, les 11 milliards qu'on va enlever aux collectivités territoriales, ça n'aurait de sens que si l'État utilisait ces 11 milliards soit pour réduire son propre endettement, soit pour investir. Mais en fait, ces 11 milliards, il veut les utiliser pour des dépenses de fonctionnement. Donc on ne voit pas très bien comment on va pouvoir dynamiser la France en transformant des dépenses d'investissement des collectivités territoriales en des dépenses de fonctionnement de l'État central. Une dernière question. La toute dernière. Alors sur les intercos, je pourrais vous donner un exemple aussi de vendredi soir, parce que ceux qui ont vu cette émission ont peut-être vu le reportage sur une qualité de gouvernance qui n'a pas été très bonne à Chalon-sur-Saône. Bon. Mais moi, j'y suis allé à Chalon-sur-Saône. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le préfet a obligé des communes rurales à aller dans la communauté d'agglomération de Chalon-sur-Saône pour participer au trou qui avait été causé par la mauvaise gouvernance de la ville, alors que ces communes n'ont aucune relation avec la ville. Donc vous voyez comment, effectivement, on gère mal nos territoires. Oui, juste plus une remarque, une question. Par rapport à la métropolisation, il apparaît quand même que c'est une tendance, enfin même un mouvement assez international de concentration, avec notamment des pays émergents qui commencent à s'inquiéter du pouvoir pris par certaines métropoles comme Shanghai. Et il y a quand même aussi un courant d'économistes et de géographes aménageurs qui estiment que l'efficacité, elle est plus dans la concentration, à la fois pour des raisons économiques et des raisons écologiques. Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne manque pas de publications qui nous expliquent l'importance de la métropolisation. Je dois dire que moi-même, je suis responsable d'une définition de la métropolisation dans le cadre d'un travail pour le commissariat général au plan que j'avais effectué il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Simplement, on a une interprétation aujourd'hui de la métropolisation qui consiste à penser que la dynamique des territoires ne passe que par les métropoles. Alors, ceci est doublement erroné pour deux raisons, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, premièrement, est-ce qu'il est vrai que toutes les grandes entreprises mondiales ont le siège social dans des métropoles? La réponse est non. Je peux vous citer l'entreprise SAP, qui est donc le deuxième producteur mondial de logiciels, son siège social dans une ville de 15 000 habitants. Je peux vous citer l'une des grandes entreprises mondiales de pneumatiques, dont tout le monde connaît le nom. Bon, eh bien, elle n'a jamais déplacé son siège social de Clermont-Ferrand à Paris parce qu'elle considère que son siège social à Paris aurait sans doute des avantages, comme la proximité d'un aéroport international, mais entraînerait ce qu'on appelle des déséconomies d'agglomération, c'est-à-dire des pertes de temps, de fatigue, de communication entre ces différents cadres supérieurs, et aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Et nous avons d'ailleurs une autre entreprise bien connue aussi, Limagrin, qui se trouve, troisième entreprise mondiale de semences, qui se trouve également. Donc en fait, tout ceci met en évidence, si vous voulez, que ce discours sur les métropoles est déjà tout à fait discutable, puisque nous avons des entreprises qui réussissent sans être dans une métropole. Bon, pour ceux qui sont passionnés par le football, par exemple. Il y a un problème très important dans le football, c'est la mise au point des calendriers des matchs de football. Bon, ben, les calendriers des matchs de football français, ils sont faits dans une entreprise de logiciels qui se trouve au fin fond du Canada, dans une petite ville. Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui a inventé le système. Voilà. Bon. Donc, deuxième élément qui est très important, c'est que même si vous avez un processus de métropolisation, dans la mesure où il arrive effectivement qu'on ait connu une certaine concentration des activités des entreprises. Alors pour quelles raisons?
l'une des raisons qu'il ne faut pas oublier, c'est la montée du secteur tertiaire. Tertiaire marchand comme tertiaire non marchand. C'est vrai que la montée du tertiaire tertiaire s'est localisée surtout dans les grandes villes, ce qui a favorisé le processus de métropolisation. En même temps, puisque vous avez parlé de Shanghai, la croissance de Shanghai, elle est liée au changement de la politique de la Chine, qui était une politique anti-urbaine, qui est devenue une politique pro-urbaine, qui va d'ailleurs pas mal d'effets pervers. J'y étais encore l'an dernier, je passe sur ce sujet. Mais ce qui est important, c'est que même si vous avez un processus qui fait que pour certaines entreprises, leur présence dans une grande métropole peut avoir plus d'avantages que d'inconvénients. Est-ce que ça veut dire que systématiquement, ça sert les grandes villes? La réponse, elle est non. Parce que quand vous regardez la croissance économique et la croissance démographique, par exemple des villes de plus de 5 millions d'habitants, eh bien vous constatez que selon la qualité de gouvernance de ces villes, les évolutions sont très divergentes. Qu'il y en a effectivement qui ont une belle croissance, mais qu'il y en a même qui ont des niveaux de décroissance. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'automaticité. Prenez deux exemples, bon, pour illustrer ce que je veux dire. Prenons le Brésil, puisqu'il est dans l'actualité. Au Brésil, quelle était la ville la plus peuplée, la plus dynamique économiquement? C'était Rio de Janeiro. Et au fil de ces dernières années, qu'est-ce que l'on a constaté? Eh bien que maintenant, c'est Sao Paulo. C'est-à-dire que nous avons eu effectivement une gouvernance à Sao Paulo qui fait que cette ville a su attirer des entreprises et que de nombreuses entreprises brésiliennes qui avaient leur siège social à Rio l'ont passé à Sao Paulo. Que la bourse du Brésil qui était à Rio est passée à Sao Paulo. Donc, alors que Rio était plus peuplé que Sao Paulo, aujourd'hui, Sao Paulo a 7 millions de plus que Rio. C'est-à-dire la création de Brasilia n'est pas suffisante pour expliquer la question. Deuxièmement, bon, le Canada. Bon, vous vous placez il y a 30 ans, vous dites, bon, Montréal est de très loin la ville la plus dynamique du Canada, devant Toronto. Et si le processus de métropolisation était uniforme, on aurait dû connaître une même croissance économique et démographique dans ces deux villes. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu un effet de ciseaux, et aujourd'hui, Toronto a très très largement dépassé Montréal pour être la première ville du Canada. Donc, il ne suffit pas d'avoir les atouts d'une métropole. Alors, les atouts d'une métropole, c'est essentiellement les atouts en termes de communication. Donc, on rentabilise évidemment un aéroport international, on rentabilise des réseaux ferrés, on a une proximité éventuellement entre des sièges sociaux qui entrent en synergie pour qu'automatiquement on ait du développement. Donc la grande erreur, si vous voulez, c'est de penser, c'est quand même le raisonnement qui est sous-tendu, c'est qu'il n'y a pas de créativité hors des métropoles. Or, en réalité, la créativité, bien au contraire, elle se fait souvent hors des métropoles, même si parfois elle rejoint ensuite la métropole. Mais si vraiment une métropole avait un avantage significatif, pour prendre un exemple local que vous connaissez bien, si le fait d'être dans une métropole de 10 millions d'habitants engendrait automatiquement un avantage par rapport au fait d'être dans une métropole d'1 million d'habitants, eh bien, le siège d'Airbus n'aurait pas quitté Paris pour s'installer à Toulouse. Bon. Donc, moi j'insiste sur ce fait que ces discours qui font de la métropole le nec plus ultra de la dynamique des territoires de demain, sont des discours qui sont faux par rapport à la réalité de la géographie économique de notre monde. Même s'il y a des métropoles dynamiques, il y a d'autres qui ne le sont pas. Et la meilleure preuve, je vous invite à comparer l'histoire de Paris et de Londres depuis 50 ans, c'est clair.